Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio. Bonsoir, vous êtes sur les vraies voix du foot avec Tonton Maurizio. Selon vous, le championnat est-il arbitré de la même manière pour chaque club? Vous pouvez voter sur l'application Sud Radio sur X. Et la deuxième question, vous pouvez aussi participer, nous donner votre avis. C'est pour vous, la colère de Pablo Longoria à Auxerre est compréhensible, contestable ou ridicule? N'hésitez pas à nous donner votre avis. Je suis avec mon équipe, monsieur Éric Blondel. Comment ça va, Bonjour Éric? mes amis, salut, comment ça va? Tout va bien? Tout va bien. Impeccable. Et Pierrot, mon petit Pierrot, comment ça va? Bonsoir tout le monde, ça va très bien, très content d'être là avec vous ce soir encore une fois. Je suis un petit peu perturbé parce que normalement on devrait avoir Giroud au téléphone pour un long entretien et on a du mal à le joindre et à défaut on devait avoir. On l'aura tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Voilà. On va l'avoir dans quelques instants. Voilà, parce que je voulais revenir sur une grosse page football. On parle beaucoup de l'affaire Longoria, on va faire un long sujet dessus. Oui. Bien sûr, on va débattre, mais je voulais revenir au football avec Giroud parce que finalement la victoire d'Auxerre elle est pratiquement masquée par cette histoire. On essaiera de vous donner l'info de le résultat de la commission par rapport à Pablo Longoria. Ils ont dit qu'ils allaient nous le donner. Et voilà, donc restez bien avec nous. On revient tout de suite après ça. L'info du jour avec butfootballclub.fr. Alors on a Bastien. Aubert qui est là, oui. Voilà. Allô Bastien. Bonjour Bastien. Salut à toute l'équipe, je suis là. Salut Bastien. Alors on va commencer le sujet Marseille, sujet Longoria, chaud, hein. Sujet chaud. Donne-nous tout de suite ton avis de Marseille. Bastien Aubert de butfootballclub.fr. Écoutez les amis, je vais peut-être surprenant, mais je vais être assez cash pour le coup, mais je pense que cette colère de Longoria est totalement ridicule. Même en tant que Marseillais, je pense qu'il faut quand même dire ce qui est. Honnêtement, les mots ont été beaucoup trop forts. Les mots championnat de merde, corruption. Les mots, les gestes, tout. Nul. Les gestes, exactement. C'est ridicule, c'est puéril, on n'a pas compris ici à Marseille, honnêtement. Apparemment, ils ne savaient pas ce que ça voulait dire corruption, d'après ce que j'ai lu. Donc, alors, ça va. peut-être une erreur de traduction. Ouais. Il y a une petite fossé qui existe entre le mot espagnol et le mot français, mais bon, de là, jouer là-dessus, c'est quand même assez grotesque. Honnêtement, on adore Longoria ici à Marseille, je ne le cache pas, mais sur ce coup-là, il est indéfendable. Non, c'est nul. Et même sur les gestes, c'est pas bien. Alors, il n'y a rien qui va. Ouais. D'accord. Moi, je vais vous donner, je vais jouer le rôle de l'avocat aujourd'hui parce que on n'est que tous les trois et tout le monde est à charge sur Longoria. Moi, j'ai vu les images, Bastien. Moi, il m'a fait mal au cœur. Moi, j'ai vu un homme dépassé. J'ai vu un homme Marseille. Je sais que c'est un peu comme le Napoli. Il y a un enthousiasme débordant. Alors attention, ça n'excuse pas. J'ai compris. Non, comme le Napoli. Exactement la même chose. Ça n'excuse pas tout, mais je pense que ses propos ont dépassé sa pensée. Attends. Non, attends, je termine, Eric. C'est juste que, voilà, je me fais l'avocat du diable, mais il n'a pas à dire ça. Voilà, parce que sinon, il faut aller au bout. Si tu avances des choses, il faut aller au bout. Et il s'est repris, il s'est excusé à moitié. Il s'est excusé, mais bon, il dit quand même que bien souvent, ils sont volés. Un président de club, quand tu travailles dans un club de foot, tu dois être un éducateur. Quand tu es un éducateur, tu dois être exemplaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'arrive un moment, tu as le football amateur qui te regarde aussi. Et si le football professionnel commence à faire ce genre de cinéma, comment on va faire? C'est très très compliqué. C'est pour ça qu'il ne faut pas laisser passer ça. Attention, c'est pas mon propos. Je dis juste que moi j'ai lu entre les lignes. Voilà, j'ai lu entre les lignes, j'ai vu un homme dépassé. Est-ce que la mission n'est pas trop importante pour lui? Est-ce qu'il n'est pas sous pression? Est-ce qu'il n'est pas à un moment, voilà, on peut aussi... La gestuelle en tribune aussi. Il y a eu la gestuelle en tribune. Il y a après ce qu'il a dit après le match et tout. Justement, c'est tout un ensemble. C'est pas Pablo Longoria, c'est pas un président de club qu'on a vu. C'est un homme en colère. La colère, c'est la frustration. La frustration, c'est peut-être d'être loin du Paris Saint-Germain. Enfin, je te dis, je me fais l'avocat du diable. Excuse-moi, je te fais juste une parenthèse. On peut avoir un petit peu on peut se dire, voilà, bon, allez, j'ai perdu 1-0, 2-1, bon, j'ai été volé, ou peu importe. Il en a pris 3. Ils n'ont pas touché une cacahuète du match. Ouais. Oh les gars, il faut un petit peu être réaliste. Le match, tu parles du match à Auxerre, hein? Oui, parce qu'ils en ont pris 3. Il m'a coupé l'herbe sous le pied. Ils prennent 3-1 à l'aller.
au Vélodrome, 3-0 au retour à la Baie des Champs. Je veux bien que Pablo Longoria soit un passionné qui vit les matchs, visiblement, en tout cas, ce qu'on a vu à la Baie des Champs. Mais il n'y a quand même pas que l'arbitrage qui peut expliquer ça. C'est quand même assez ridicule. Là, pour le coup, on va être unanime. Et les réactions qu'il a suscitées, mais on voit ça nulle part. Je rappelle que Pablo Longoria, il a été recruteur à Newcastle, il a été à l'Atalanta Bergame, DS à Valence, à la Juventus. Est-ce qu'il ferait ça dans un stade à la Juventus de Turin, à Valence, à Mestalla? Est-ce qu'il ferait ça? Non, il n'y a que chez nous. On ne peut pas cautionner ça. C'est impossible de cautionner. Mais on peut essayer de comprendre, je ne vais pas faire de la psychologie de prise unique, mais essayer de piger qu'à un moment, le gars, pour moi, il est plus à sa place. Il est dépassé. Non, mais il a un poste où il ne peut pas se permettre. Voilà. Donc, c'est-à-dire que c'est ce que Bastien nous dit. Hein. Oui, non, mais de toute façon, il nous suit. Bon, c'est bien la première fois qu'il nous suit quand même, hein, Bastien. Il a accepté de revenir. C'est trop gros, là, c'est trop gros. Mais encore une fois, je précise que Longoria est un excellent président de l'OM par ailleurs. Ça qui est terrible, c'est que là, il s'est tiré une balle dans le pied. Effectivement, je me rejoins, le timing était catastrophique. C'est pas à Auxerre qu'on doit péter un boulon comme ça si t'es... Voilà, c'est vraiment... Puis c'est vraiment... J'ai l'impression que c'est vraiment... Pardon, je te coupe, mais on aimerait aussi avoir ton avis, Bastien. On a l'impression que c'est vraiment né depuis le match contre Lille, parce que sous Tudor, ça jouait bien et il n'y avait pas ce genre de choses. Et pourtant, des erreurs d'arbitrage, je pense qu'il y en a chaque saison. Sous Tudor, sous Sampaoli. Pourquoi tout d'un coup se réveiller? Là, maintenant, c'est vraiment chaque match. Et Valdemar Kita l'a souligné, il est inquiet pour le prochain Nantes-Marseille. Après, ça, je pense pas que l'arbitrage sera totalement influencé par ce qui vient de se passer. Ils ont mis une femme pour ça. Tout à fait. Ils ont mis Stéphanie Frappard. Mais c'est pourquoi tout d'un coup, pourquoi tout d'un coup tout retourner maintenant alors qu'ils étaient à 10 points du PSG, maintenant à 13, mais ils font une bonne saison. Pourquoi tout faire? Pourquoi et comment c'est vu à Marseille, Bastien? Voilà, c'est pour ça que je suis content de t'avoir. En fait, pour être tout à fait honnête avec toi, il y a deux écueils à Marseille. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux choses bien distinctes. C'est-à-dire qu'il y a 4 cartons rouges qui ont été sortis en début de saison et qui ne sont pas trop digérés ici sur place. Alors, je ne sais plus, c'était Balerdi, Cornelius, Mopé, le quatrième échappe, et Harit, forcément, contre le PSG. Donc, ce dossier n'est pas encore totalement consommé. Et évidemment, tu l'as rappelé, cette fameuse altercation entre Benatia et Olivier Létang contre Lille en Coupe de France en janvier, qui a rajouté un petit peu sur la couche initiale, qui sont deux cas de figure vraiment distincts. Et là, ça a été un petit peu la cocotte minute. Et là, on a l'impression effectivement de cette victimisation qui est encore une fois. Mais je suis désolé, Cornelius, il prend un deuxième jaune, donc et pour moi, il y a faute. Pour moi, il y a faute, quoi. Ouais. Oui, mais complètement. C'est pas un scandale. Le deuxième jaune, il est tout à fait justifié. Le penalty sur Merlin, il n'est pas du tout selon moi. Il n'y a rien à dire sur ce match. Pour le coup, M. Stinas, il a fait un bon match pour moi. Attention. Oui, non, mais c'est ça qui est impressionnant, en fait. C'est que, en fait, le discours qu'il a eu, il n'est pas approprié, il n'est pas en adéquation avec ce match-là. En fait, c'est le résultat de plusieurs décisions qui contestent, à juste titre ou pas, on peut en débattre. Mais je pense que Longoria, il arrive à Auxerre, il est déjà remonté. Il ne s'est pas remonté en 2 secondes. Et c'est pas sur ce match-là, parce que moi j'ai vu la faute. Le Marseillais, il mérite de prendre même pas un deuxième jaune, il mérite de prendre rouge. Alors voilà, moi c'est mon avis, je suis arbitre officiel. Mais je pense qu'il est déjà à cran. Et voilà, je cautionne pas, attention. Hein, non, on a compris. Oh, les gars, les conséquences. Il y en a qui se sont déplacés chez l'arbitre pour leur crever les pneus de sa voiture. Oui, non, mais là on marche sur la tête. Non, voilà. Il y a un moment, s'il n'y a plus d'arbitre, il n'y a plus de d'une attitude comme ça, si le président de club, ou d'un entraîneur, ou d'un préparateur physique, ou d'un dirigeant, ça doit être exemplaire. C'est inadmissible. Il y a des jeunes qui regardent. Il y a le football amateur, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a les jeunes au centre. Il y a les joueurs. Mais si t'es pas exemplaire, mais qu'est-ce qui va se passer demain? Moi, je suis inquiet pour le foot. Quand je vois ce genre d'attitude par des dirigeants, je suis inquiet. Bastien, est-ce qu'il est soutenu à Marseille sur le Vieux-Port? Est-ce qu'il est soutenu par les Marseillais ou est-ce que les Marseillais aussi, comme toi, ont un discours, un raisonnement objectif et ils en veulent à Longoria de les mettre dans cette situation? Il y a deux camps en fait qui s'affrontent un petit peu, c'est-à-dire que le Marseille aimerait beaucoup soutenir son président, forcément, parce qu'on est quand même très au soutien de tout ça, mais quand on est un petit peu lucide, on doit reconnaître qu'il a pété un boulon. Alors on est tous des êtres humains, il n'y a pas de souci là-dessus, donc on est capable de péter un boulon, donc il s'est excusé, donc c'est très bien, c'est tout à son honneur, mais c'est la moindre des choses. Mais globalement, on voit que c'est un petit peu dépassé tout le monde, on est un petit peu en colère, et puis surtout ce qui nous rend un petit peu fou ici, c'est
c'est de voir un petit peu cette meute qui d'un coup est pro-arbitre. C'est-à-dire qu'on a vu du Valdemarquita, du Anton Comboré, tout d'un coup c'est des gens qui soutiennent les arbitres alors qu'ils ont un petit peu éclaté ces dernières semaines. Non, tombe pas là-dedans, il y a un match qui arrive, non, tombe pas là-dedans, il y a un Nantes-Marseille qui arrive, ça c'est de la com. Ouais, mais ça a soulevé ça, il a raison, parce que ça a soulevé le problème, c'est que les mecs maintenant, est-ce qu'ils vont être impartials, est-ce qu'ils vont pas avoir la crotte au cul d'aller arbitrer l'OM, moi je lui souhaite bon courage à Frappard, mais bon, faut y aller, de toute façon faut y aller. Non, mais de toute façon, voilà, c'est obligé, ils vont pas se... Pour le coup, si on doit un petit peu s'appesantir sous le choix de Stéphanie Frappard, je trouve justement que c'est un très bon choix. D'une part parce qu'elle a déjà arbitré l'OM à 12 reprises, bon pour le coup elle est plutôt... elle a des résultats entre guillemets positifs pour l'OM, donc du coup ça risque de calmer un petit peu les tensions. C'est un bon arbitre qui a déjà arbitré l'OM des gros matchs aussi, qui est un arbitre vraiment reconnu au niveau international, et puis surtout c'est une femme. Peut-être je ne vais pas passer pour le côté misogyne ou pas, mais je pense que justement avoir renommé une femme, ça risque potentiellement de mettre un petit peu moins d'étincelles, tout du moins je l'espère. Oui, il faut croiser les doigts. Alors je vous fais je vous parle du sondage. Vous avez répondu selon vous à la question, selon vous le championnat est-il arbitré de la même manière pour chaque club, parce qu'on est en plein dedans. Vous dites non à 82%. Donc j'espère qu'on s'est bien compris que donc selon les auditeurs, il y a un arbitrage parisien, un arbitrage lillois. Ils visent pas Paris, mais ça a l'air de défendre quand même un peu Marseille. Toi qui as été, Eric, au bord du terrain, toi qui as une carrière de préparateur physique, je le souligne parce que t'es un vrai personnage et t'as une super carrière avec au Paris Saint-Germain. Donc bien sûr que t'as peut-être un petit parti pris contre l'OM, mais je crois pas. Je crois que t'as un mec objectif. Non, même pas. Parce mais t'as été au bord du terrain. Donc ils font une bonne saison, mais on peut pas dire qu'il y a au niveau arbitrage. Les gars, il y a 13 points d'écart, un goal average +1 en plus. Je sais pas, mais Marseille, ils sont loin. Ils sont très loin du Paris Saint-Germain aujourd'hui. On n'est pas du tout donc dans le même. Donc ton jugement n'est pas par rapport à ta carrière que t'as eu au PSG. Moi, en plus, ça touche pas du tout les joueurs, ça touche pas du tout le staff. C'est l'attitude du président. Voilà. Un président, c'est pas ça. De toute façon, les présidents supporters, j'ai horreur de ça. Quand je vois un président déjà qui est sur un banc de touche, ça m'horripile. Voilà, j'ai horreur de ça. Quand tu étais au PSG, il n'y avait pas de... Non, parce qu'au Paris Saint-Germain, moi j'ai eu Monsieur Michel Denisot, parce que pour moi c'est sûrement le plus grand président que j'ai eu dans le football. D'ailleurs, c'est lui qui est venu me chercher au départ. Et il prenait beaucoup de recul et il faisait confiance parce qu'il avait mis sur tous les postes stratégiques des gens qui avaient un certain niveau. Donc, lui, il faisait confiance. Il y avait Jean-Michel Moutier, il y avait Luis Fernandez. Chacun avait ses rôles particuliers. Et lui, il faisait confiance. Il faut des résultats. Des résultats qu'il a eu d'ailleurs. Mais vous pouviez travailler, vous pouvez travailler. Mais jamais j'aurais vu Michel, moi, faire des bons de cabri dans les tribunes, en train d'attraper l'arbitre en bas et puis de le menacer, ou alors avoir une attitude déplorable. Parce que il faut se rendre compte que derrière, dans le football, il n'y a pas que les pros. Voilà, mais c'est sûr que la semaine dernière, on a eu une émission aussi sur le football amateur qui partait un petit peu en limonade. Il faut faire attention à ça. Quand même. Je vais vous faire encore un point sur le sondage parce que c'est impressionnant. Vous dites à 52% que c'est compréhensible. Pour vous, la colère de Pablo Longoria à Auxerre est compréhensible à 52%. Tant mieux, supporter Marseille peut-être. C'est qui vote là, non? Je sais pas, mais je vous donne les chiffres en direct. Pour continuer la comparaison avec le PSG, est-ce qu'il Pablo Longoria mérite pas la même sanction qu'avait reçu Leonardo quand il avait agressé un arbitre dans les vestiaires. Bon les gars, je vais vous faire vite. Une année, je suis au Paris Saint-Germain avec Luis. On s'accroche avec Vessière, nous. Luis Fernandez. Voilà. Et Luis, il a pris 6 mois, les gars. Et c'était chaud, c'est vrai, mais Luis, il a pris 6 mois. Donc arrivé un moment... Faut savoir vous auriez pu à l'époque penser qu'il y avait 2 poids 2 mesures, que c'était sévère. Exactement. Nous, on avait eu Vessière. Vessière, il était de Nice, le pauvre. À ce moment-là, il arbitrait le Paris Saint-Germain. Déjà à Monaco, Daniel Bravo, il avait pris un rouge. On avait senti pendant un moment qu'il nous avait dans le nez. Mais je pense que c'était malvenu. Je pense qu'on n'en est pas là. Il faut faire très attention à ça. Aujourd'hui, c'est plus du tout la même époque. On est 20 ans plus tard, faut faire attention. Et à part cette histoire-là, t'as connu d'autres fois où t'as failli faire un craquage et tu t'es... On n'a pas assez d'une heure pour faire l'émission de tous tes craquages. Non, mais c'est important, Eric, il a une expérience. À Saint-Etienne, oui, une fois. Profites-en, Gilles n'est pas là, tu peux je peux envoyer. Gilles qui monopolise la parole. On lui fait coucou, il est malade, le pauvre Gilles Favin est malade, il sera avec nous bientôt. Non, quand j'étais à Saint-Etienne, il y a eu 2-3 trucs aussi. Tout à l'heure, je parlerai de la SCAN pour plein d'autres raisons, il y a eu 2-3 trucs aussi.
Mais bon, voilà, on est pris dans comment dirais-je, dans le feu du match. Voilà, on veut que l'équipe gagne, on veut que les joueurs soient pas malheureux, on veut passer une bonne semaine, et puis des fois, ça se passe pas comme on veut. Des fois, malheureusement, il y a une équipe en face qui joue, qui nous bat, qui est meilleure. Et puis, on disjoncte un peu. Mais un président de club, c'est pas pareil quand même, je trouve. Je trouve que là, on arrive à quelque chose pour moi de pas bien. Ouais. Après les amis, si je peux apporter oui, vas-y Bastien. Ma pierre à l'édifice, je suis désolé de couper. On s'interroge beaucoup sur les conséquences de l'affaire Longoria, et on a raison, il suscite encore une fois, il a pété un boulon, c'est clair et net. Par contre, on se focalise pas assez, à mon sens, sur les causes de tout ça. Notamment la nomination de Jérémy Stinat. Alors pour le coup, il a fait un bon match, mais déjà on sentait que ça pouvait tourner au vinaigre. Mais les causes, c'est pas le sujet, mon ami. Je suis désolé. Oui, je suis d'accord. C'est pas le sujet du tout, les causes, parce qu'à ce moment-là, tu peux remettre en cause, entre guilets, chaque match où il y a eu un problème. Et t'as pas à chaque fois un président qui saute en l'air et qui fait des bons de cabri dans une tribune. Bien sûr. Mais si déjà on avait fait preuve un petit peu plus d'intelligence, je pense que déjà ça aurait été un petit peu plus accepté. Je pense, je peux me tromper. La conséquence, il n'y a pas de souci. Il y a une pétage de plomb, on peut pas revenir là-dessus, c'est sûr. Mais je pense qu'à la base, il aurait fallu être beaucoup plus intelligent. On savait que ça pourrait tourner au vinaigre, pas de cette manière-là, peut-être plus sur le terrain, ce qui n'était pas d'ailleurs mieux. Mais je pense que déjà il fallait nommer un autre arbitre, tout simplement. Ouais, je suis pas d'accord, parce que là il reste une douzaine de matchs avant la fin du championnat. Ça veut dire que parce qu'il a été 4e arbitre, il était même pas arbitre central, parce qu'il était 4e arbitre de Lille-Marseille, il a plus le droit d'arbitrer l'OM jusqu'à la fin de saison. Je trouve ça aurait été trop radical, et ça aurait été un message un peu ambigu à envoyer. Mais totalement. Puis après, c'est eux qui décident. Tu décides de l'arbitre qui va t'arbitrer maintenant. Les gars, faut arrêter. Non, mais c'est ça, on est un peu dans une dérive là. Qui à un moment va prendre les décisions, comment ça va être jugé, tout ça. Il est en commission là, alors qu'il est Longoria. On attend d'un instant à l'autre la décision. Mais Bastien, tu voulais ajouter un truc? Oui, moi je pense qu'il faudrait au bout d'un moment, parce que les arbitres, on n'a rien contre les arbitres, mais je pense qu'il y a un manque de pédagogie, il y a trop d'opacité, on a l'impression que c'est des gens, ils font leur boulot, ils rentrent chez eux, c'est des robots. Je pense qu'un petit peu plus de dialogue entre tous ces acteurs amènerait moins de confusion, moins d'étincelles. Je pense que ça part de là, en fait. On a l'impression que ce sont des robots. Est-ce que c'est pas nous, les gens du milieu, d'essayer plutôt de gagner les arbitres? Est-ce que c'est pas plutôt l'inverse? Est-ce que c'est pas plutôt à nous prendre la tête, la mettre sur les épaules de l'arbitre, essayer de les gagner, pour essayer au contraire de fédérer et de faire de sorte qu'en fin de compte, ça soit la famille du foot et chacun y trouve ses intérêts. Est-ce que nous, dans le football professionnel, des fois, on n'a pas un peu le caberlon? Peut-être. Moi, je le dis pas. C'est le silence dans l'arbitrage français qui est gênant aussi. Quand une décision n'est pas expliquée, quand il n'y a aucune pédagogie envers les joueurs, mais aussi envers le public, c'est compliqué aussi de se mettre à la place de l'arbitre qui vit son match et qui a un contexte particulier à chaque match, effectivement. Mais s'il y a un dialogue, si c'est expliqué, si on voit plus d'arbitres dans les médias, s'ils viennent plus nous expliquer, si on leur donne plus la parole, il y aura moins de tension forcément. Peut-être que ça va ouvrir, peut-être que ça va rouvrir de la com avec les arbitres. Comment c'est votre nom, monsieur, s'il vous plaît? Maxime, le grand Maxime, j'ai oublié de vous dire qu'on a Maxime. J'ai pas de soucis, j'ai plus besoin. Il y avait eu les explications de François Le Texier après le rouge d'Harit contre le Paris Saint-Germain, et les gens lui étaient tombés dessus aussi. En fait, moi j'ai l'impression que, quoi qu'ils disent, alors je suis tout à fait d'accord, qu'il y aura peut-être des moyens de, je sais pas, équiper les arbitres en micro. On sait que la division 3, la nationale, peut être un terrain d'expérimentation avec la nationale 3 peut-être pour faire ça. Ils essayent un petit peu, mais là où je voulais aussi revenir, c'est que à la limite, s'il avait tapé que sur les arbitres pour soi-disant expliquer ce mauvais résultat. Mais là, il a chié sur le championnat de France. Moi, je sais pas si j'ai le droit de dire ça. Il a chié sur le championnat de France, parce que ça s'est pas arrêté là. En plus de son théâtre absurde en cherchant la caméra du stade, en disant si, corruption, je veux qu'on me voie. Il a dit que si la Super League l'appelait, il partait en Super League. Mais c'est quoi cette déclaration? Déjà en Super League, il va se manger des 6-0, il va se manger des roustes par le Barça et Manchester City tous les week-ends. Et surtout, c'est quoi cette manière de dire? C'est pas parce qu'il ne sera pas champion, ils vont finir une saison. De tout le monde, alors, de tous les Marseillais, de tous les supporters, de tout le club, c'est le porte-parole. Je décide. C'est là qu'il y a de la prétention quand même. On est dans une dérive. Alors après, c'est sûr, lui, il est en colère, il dit n'importe quoi. Derrière, nous, on essaye de décortiquer tout ça, mais c'est pas facile parce qu'en fait, il y a plusieurs choses à traiter. L'arbitrage, vous avez soulevé la communication. Est-ce que les arbitres communiquent assez? Et puis, est-ce qu'ils communiquent bien?
Tu vois, à chaud, on peut à la limite, si on veut le défendre, on dit que c'est effectivement à chaud, après une défaite comme ça, il a envie de tout dire tout et n'importe quoi et faire un peu le show, se montrer. Et il l'a fait. Mais il l'a fait. Ça, pour le coup, c'est réussi. Ah ouais, mais voilà, c'est une réaction comme ça, encore une fois, c'est un gamin de 16 ans qui perd à FIFA, quoi, qui s'excite et qui tape du pied. C'est ce que j'ai voulu dire au début, voilà. Il arrive, il tape du pied comme tape du pied. Le mec est dépassé, voilà, je me permets de parler du président de l'OM, mais il est dépassé. Pour moi, il est plus à sa place, quoi. Il est dépassé, il arrive à Auxerre, il saute au plafond alors qu'il n'y a pas lieu de sauter au plafond. Vas-y, Bastien. Faut pas oublier, excusez-moi de vous couper, Pablo Longoria, il n'est pas dimensionné pour être président à la base. Il est directeur sportif, il est recruteur, c'est pas son rôle premier. Alors après, personne n'a pu être président, mais je rappelle qu'il n'a pas été formé pour être président de base. Donc effectivement, peut-être qu'il manque encore tous les codes. Alors certes, puis on peut dire qu'il s'est bien entouré malgré tout. Le recrutement de l'OM, la saison qu'ils font encore une fois est plutôt correcte, mais t'as Ravanelli derrière qui remet une couche, qui dit que c'est pareil, corruption, on se barre quand on peut. Enfin non, franchement, l'image encore une fois que ça renvoie, c'est catastrophique. Puis surtout qu'il faut s'habituer à ce que l'OM, ils vont faire une saison sans titre. Il y a de grandes chances que ça risque de durer encore quelques années. Si à chaque fois qu'ils font une saison sans titre, il dit que c'est la faute de l'arbitre et que c'est corrompu et qu'il va se barrer dès qu'il peut, franchement, ça va être compliqué. C'est pas un problème d'image du championnat aussi. Parce que on avait l'exemple de Zlatan qui dit shit country, championnat de merde. On a Pablo Longoria qui fait la même chose. Est-ce qu'il n'y a pas tout simplement attends. Zlatan, c'est différent. Quand Zlatan il arrive au Paris Saint-Germain, il doit y avoir des gens au Paris Saint-Germain qui lui expliquent ce qui s'est passé avant. Bien sûr. Il y a eu des Rails, qu'il y a eu des Valdo, qu'il y a eu des Luis Fernandez, qu'il y a eu des locaux, qu'il y a eu des Mustapha Daleb, et qu'en 96, ils ont gagné une Coupe d'Europe qui était la Coupe des Coupes. Voilà. Et quand il arrive, évidemment, au Paris Saint-Germain, il n'y a pas quelqu'un qui s'occupe de l'historique, qui leur explique ce qu'était le Paris Saint-Germain avant, parce que le Paris Saint-Germain, on a l'impression que c'est que le Qatar. Mais c'est là le vrai problème. Est-ce que le championnat de France manque pas un peu d'une image plus reluisante de par le fait que dans le championnat de France, il n'y a pas beaucoup de Ligue des Champions, pas beaucoup de Coupe d'Europe. Est-ce qu'on se dit pas simplement c'est un petit championnat et les étrangers qui viennent travailler dans notre championnat le dénigrent aussi? Il y a peut-être de ça, mais là, franchement, dire publiquement championnat de merde. Oui, Zlatan, c'était pareil, effectivement. Voilà, on n'est pas au premier coup, quoi. Zlatan avait dit après une erreur d'arbitrage aussi à Bordeaux. Il disait que le championnat, je crois qu'il avait dit, je ne suivais pas à la lettre, mais je crois qu'il avait dit que le championnat de France ne méritait pas le Paris Saint-Germain. C'était un peu plus dans les clous que là. Il a dit championnat de merde quand même aussi. Je crois qu'il avait rajouté. C'était à Bordeaux dans les couloirs là-haut. Dans les couloirs de Bordeaux. Et il avait complètement disjoncté. D'accord. Enfin là, c'est sûr que c'est un président de club et c'est pour ça qu'on en parle aussi longtemps et aussi c'est super important ce qui se passe. On attend l'info d'une minute à l'autre si on arrive à l'avoir pendant l'émission de la sanction qu'il va prendre. Alors ça aussi, ça fait, je voulais avoir votre avis parce que ça fait sourire quand on dit le président va prendre 6 mois. Bah oui, mais alors c'est pas un joueur le président. Non, mais après moi je suis pas pour les sanctions lourdes. Je suis plus pour les excuses, je suis plus pour quelque chose mais les sanctions lourdes, je suis pas tellement pour ça. J'espère qu'il a compris, j'espère qu'il le fera plus, j'espère qu'il va montrer que comme j'ai dit tout à l'heure, que quand tu as un rôle comme ça dans un club, tu es un éducateur, tu dois être exemplaire, et il faut plus jamais refaire un truc pareil. C'est ça surtout. Surtout s'il prend, c'est la porte ouverte à une vraie catastrophe, à toutes les fenêtres, sans vouloir faire une mauvaise blague, parce que si d'un seul coup il n'est pas repris, s'il n'est pas sanctionné, il faut marquer le coup, mais il faut pas non plus. Bon, ça va, il faut que ça s'arrête. Il faut faire une sanction comme il se doit, mais il ne faut pas que ce soit une sanction lourde, pour moi. Voilà. Il encourt, je suis en train de lire ça, il encourt 1 an de suspension maximum. Un maximum. Mais un président suspendu d'1 an, qu'est-ce qu'il n'a pas le droit de faire? De rentrer dans le stade. Les statuts, je les ai pas non plus. Ah non, mais Maxime, écoute, boss. Écoutez, je fais sur toi. Sébastien Aubert, déjà. Sébastien Aubert, le spécialiste. Non, parce que voilà, c'est vrai que c'est une mode, Eric l'a souligné, c'est un peu une mode maintenant, les présidents de venir derrière le banc, si ce n'est sur le banc, voire même sur le terrain bientôt. Mais c'est vrai que bon, s'il est suspendu. C'est insupportable. Franchement, c'est insupportable. S'il est juste suspendu 1 an de stade, ça va. Je pense que l'OM arrivera à faire aligner des bonnes performances sans ça. Mais voilà, c'est vrai que des excuses. Bon, il a fait un rétropédalage là avec ses déclarations. En même temps, c'était la moindre des choses. Mais oui, peut-être des excuses. Voilà, je sais pas ce que t'en penses, Bastien. Ce que tu attends de lui maintenant. Les excuses, effectivement, il les a déjà données à demi-mot, donc c'est déjà une bonne chose. Je pense honnêtement, sans avoir attendu des excuses, je savais pertinemment qu'il allait y avoir un rétropédalage, c'était évident pour le bien de tout le monde.
Mais pour moi, il se pose une autre question, c'est-à-dire que maintenant que notre ami président va être suspendu pour quelques mois, vous l'avez bien souligné, Mehdi Benasser qui est out pendant 3 mois, la vraie question qui se pose, c'est qui va parler au nom de l'Olympique de Marseille. Il n'y a plus de voix officielle, c'est-à-dire que si Fabrizio Ravanelli est envoyé au casse-pipe, ça va être encore compliqué. On n'a plus de figures de proue médiatique, et là, ça il y a Bardolado peut-être. Ouais, non, mais c'est ça qu'il faut trouver. Non, mais il faut trouver quand même. C'est important ce qu'il dit Bastien, parce que c'est vrai que Benassia, il y a quelques temps, boum, derrière Longoria, derrière Ravanelli, je suis pas sûr que ce soit. Voilà, je suis pas sûr que ça soit l'homme le plus objectif que l'intérêt porté, même s'il vient d'un pays, d'un joli pays. La suite, c'est quoi la suite, Bastien? D'autant qu'avant le match, je vous rappelle qu'il avait taqué John Textor juste avant le match sur DAZN, notamment pour aller citer, il avait dit Textor et il devait balayer devant sa porte, donc c'est quand même assez drôle. C'est ça. Il y a un climat, d'ailleurs c'est intéressant que je vais peut-être en parler après, mais il y a un climat un peu bizarre en ce moment. Alors ça tourne aussi beaucoup autour des droits télé forcément, mais on a eu les révélations de compléments d'enquête là dans les médias avec la tyrannie un peu de Nasser El Khelaifi aussi. C'est un peu, je sais pas ce que tu en penses, ce que vous en pensez, un paysage un peu morose du football français. Un peu tristoun, en ce moment, c'est pas très reluisant. Alors, sans dire que c'est un championnat de merde, loin de là. Hein. Non, mais je trouve que c'est pas très reluisant. Les détracteurs, pour nous qui sommes des passionnés de ballon, c'est sûr qu'ils se régalent là. Bah ouais, c'est un peu un climat entre cette année, les violences dans les stades. Après, je vais un peu plus loin là. Hein. Mais les violences dans les stades, les présidents qui s'entendent pas, qui se tirent la bourre, la LFP qui est totalement absente, Vincent Labrune, on l'entend plus du tout. C'est pas un beau paysage. La FFF qui ne fait rien non plus. La FFF, ça vient sûrement de là-haut. De toute façon, tous ces débordements, à un moment, je parle souvent de cadre. Moi qui suis éducateur, entraîneur de gosses et tout, si on pose pas le cadre, voilà, finalement on est la recopie de là-haut, quoi. Là-haut, s'il n'y a pas un cadre, et ben à un moment, voilà, on est dans c'est vrai. ces dérives. Et toi, Bastien, donc à Marseille, tu penses que quelle tournure ça va prendre? Tout le monde va se calmer, on va retrouver une sérénité, vous allez montrer l'exemple? Je dis vous. Écoute, les dernières infos qu'on peut avoir ici à Marseille, c'est que ils vont rester sur leur position très clairement par rapport à l'arbitrage. Ils vont être très attentifs à tout ce qui va se passer, mais ils vont passer des messages de manière beaucoup plus discrète, moins affirmée, moins de communiqués, moins de médias interposés. Ils vont faire passer des messages un petit peu aux arbitres et compagnie, mais de manière beaucoup plus posée et beaucoup plus humaine. Donc, et par contre, ils restent très clairement campés sur la position qu'il y a un problème avec l'arbitrage. Donc c'est pour ça qu'ils veulent faire une réforme arbitrale, il me semble qu'ils veulent attaquer ça pour la prochaine. Parce que Bastien, je te coupe, mais il faut aussi voir le prochain match de l'OM. Prochain match de l'OM, je crois que c'est Nantes. Voilà. Admettons, imaginons qu'il y a une erreur d'arbitrage en faveur de l'OM. Oui. Vous voyez comment d'un seul coup on est parti dans un truc là les détracteurs de l'OM ils vont se régaler, ils vont dire l'autre il a ouvert sa gueule et derrière tout le monde d'un seul coup c'est eux qui sont avantagés, tu vois, on est rentré dans un truc un peu c'est gangréné quoi. On est rentré dans un truc où en fin de compte c'est le président de l'OM qui l'a créé. Qui a créé ça. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est triste. C'est triste à mourir parce qu'il faut se dépatouiller de ce truc. Hein. Ouais, faut sortir de là parce que là, je suis vraiment déçu de pas avoir. On essaye de joindre Giroud, on n'arrive pas à l'avoir. Ce qui est emmerdant là-dedans, c'est que c'est bien souvent les joueurs qui prennent derrière ça. Parce que quand tu as un match qui arrive derrière, quand on a des fois des compensations, que ça tourne d'un côté ou de l'autre, c'est toujours les joueurs qui en pâtissent dans un truc comme ça. C'est ça qui me... Parce que les mecs s'entraînent quand même toute la semaine. Je trouve que Marseille, ils font une belle saison, ils jouent bien au ballon, ils ont fait des recrutements intelligents. Et je trouve que son attitude, voilà, je reviens dessus, son attitude, elle a été déplorable. Et à cause de lui, évidemment, ça crée des tensions. Voilà. Mais vous savez, si tout vient du terrain, je vous coupe une dernière fois, tout vient du terrain, c'est-à-dire que si Marseille avait produit un bon match de qualité avec des joueurs qui étaient concernés sur le même rythme que face à Saint-Étienne le week-end avant, on n'en parlerait peut-être pas de tout ça. Donc mais bon, t'as le droit de passer à travers sur un match. Hein. Ils sont passés totalement à travers, et t'as le droit de passer à travers. C'est comme je disais avec Pierrot, ils perdent 1-0, ils perdent 2-1, ils perdent 3-2. Allez, bon, ça tient à rien. Mais là... 3-0 quand même. Hein. Ouais, sur le but de Perrin, il doit rien à personne. Hein. Il fait lucarne opposée. Et puis il faut que, effectivement, on a le droit de passer au travers d'un match. Ils sont à 13 points du PSG. Ils sont surtout le 5e Monaco est revenu à 6 points, donc il faudrait pas non plus perdre totalement son football. J'ai pas trouvé Greenwood très très bon. C'est un euphémisme contre Auxerre. Donc voilà, ils sont à 6 points le 5e est revenu à 6 points de l'OM. Donc faut pas non plus commencer peut-être à regarder derrière, assurer cette 2e place qui leur ferait beaucoup de bien. Et puis revenir aux fondamentaux quoi.
C'est très près. Ils vont à Saint-Etienne qui n'est pas très en forme en ce moment, comme on l'avait constaté. Donc, ce qui semblait verrouiller avec des champions commence un petit peu à être un petit peu plus compliqué maintenant. Donc, faire attention parce qu'effectivement, ils font une très bonne saison. Il ne faudrait pas non plus tout gâcher. Comme ça. C'est justement, c'est nul. Ouais. Ben oui, c'est justement, ça servait à rien, ça, franchement. Voilà, on va passer à la suite. Bastien, on te remercie vraiment de nous avoir donné ton avis. Bastien, notre correspondant de butfootballclub.fr. Voilà, on est très content d'avoir eu ton son de cloche du côté de la Canebière. Je vous refais un petit point sur le sondage. Selon vous, le championnat est-il arbitré de la même manière pour chaque club? Vous dites non à 80%. Et la deuxième question que je ne trouve pas, je vous dirai tout de suite après la bonne nouvelle, parce qu'en fait, je suis très ému. J'ai une bonne nouvelle à vous donner. Nous avons Monsieur Giroud au téléphone. Monsieur Giroud, vous êtes avec nous? Oui, absolument. J'ai entendu toute votre mission. Merci. Eh ben, on est très content. Vous savez, toute la journée, j'ai dit on va avoir Monsieur Giroud au téléphone. Tout le monde est en ébullition dans le studio. J'ai expliqué que j'ai essayé de vous faire venir. J'ai vraiment tout fait. Je vous ai expliqué que je venais vous chercher. Puis, bon, gentiment, vous êtes avec nous par téléphone, donc on est très content. Vous êtes une légende du foot français. Et moi, je suis très content de vous avoir. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est le 3-0 pour Auxerre. Et vous avez été heureux, on va revenir au football. Vous avez été heureux de cette belle victoire des Auxerrois? Oui, j'en étais très heureux, mais c'était un match curieux. C'est-à-dire que Marseille, on a tellement oublié qu'ils ont eu 80% du temps de possession du ballon, qu'ils ont fait 100 passes, et les Auxerrois 200. Donc, c'est plus moi. Les Auxerrois ont été extrêmement efficaces dans les contre-attaques, puisqu'ils ont trouvé 5 situations de but et ils en ont marqué 3. D'accord. Donc vous étiez, on en a parlé un petit peu en off, vous disiez vous n'avez pas de souci avec M. Longoria, au contraire. J'ai un souci, c'est que je l'aime beaucoup. Il m'a invité il y a l'année dernière à venir voir Paris Saint-Germain à Marseille. Il m'a fait une réception de chef d'État dans la tribune, à l'hôtel, tout. Je lui serai très reconnaissant. Et je suis malheureux de son problème qu'il a maintenant à résoudre. Je suis très content que vous me le répétiez parce que vous me l'avez dit en off et ça prouve que vous êtes vraiment un homme de cœur. On a 1000 questions à vous poser et je vais peut-être laisser Pierre, mon petit Pierre, vous poser la question suivante parce que sinon moi je vais monopoliser la parole. Pierrot, tu voulais demander à Monsieur Giroud. Bonsoir Giroud. Bonsoir. Très honoré de pouvoir vous parler, évidemment. Moi, j'ai grandi avec vos exploits, si je puis dire. Ce sont des exploits. Et justement, j'aimerais savoir, depuis que vous avez quitté un petit peu le monde du football, quelle vision vous portez sur l'évolution de la JOCR, qui a fait l'ascenseur en Ligue 2 et en Ligue 1, mais qui, là, se stabilise bien, font aussi une bonne saison avec des joueurs comme Traoré, comme Jubal, le capitaine qui est là depuis un moment. Quelle est votre vision sur ce qu'est devenu le club, un petit peu depuis votre départ de la JOCR, que vous incarnez, on va pas se mentir, la JOCR, c'est Giroud quand même. Voilà. Bon, c'est gentil de votre part. Alors d'abord, sur le plan des entraîneurs, nous avons actuellement le 8e qui va après moi. Le 8e, il y en a eu 8. En tout cas, celui-ci est excellent. Il est très compétent, il est sympathique, il connaît le football moderne. Vous savez, on manage plus comme moi. Moi, c'était un crayon, un papier. Maintenant, ils ont des ordinateurs, ils ont des gens qui font les études du match après avec des machines. Enfin, c'est un nouveau métier et notre entraîneur maîtrise très bien ce métier-là. C'est Christophe Pélissier, hein, je dis juste son nom pour ceux qui peut-être voient sa tête sans son nom. C'est Christophe Pélissier qui effectivement fait du très bon travail. Oui, c'est ça, Christophe Pélissier. C'est un homme du Sud, enfin du Sud-Ouest, hein. Mais il fait une très belle carrière finalement. Il n'a pas les clubs qui ont beaucoup d'argent. Il a fait surtout, il était monté avec un petit club de village. Et puis ensuite là, il a été excellent avec Lorient et avec Amiens. Donc il a fait également monter Auxerre et en ce moment, bon, on n'est pas sauvé, on est 12e.
mais on espère se sauver. Ouais, pour l'instant, c'est positif. Monsieur Giroud, je vais vous demander, on va marquer une courte pause de publicité. On revient tout de suite avec vous. Restez avec nous, on vous fait patienter une minute. Partez pas. Partez pas, hein, on est content de vous avoir. À tout de suite. Restez avec nous sur les vraies voix du foot. Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio. Vous êtes de retour avec nous sur les vraies voix du foot, toujours avec Éric Blondel, Pierre Grégoire et Maxime à la réalisation. Nous avons Monsieur Giroud au téléphone. Vous êtes toujours avec nous, Monsieur Giroud? Absolument. Alors, on est très content. Je vous le redis, vous avez le bonjour avant d'oublier, parce qu'on a Éric Blondel qui va tout de suite vous demander quelque chose, mais avant d'oublier, vous avez un grand bonjour de Patrick Roger, le directeur général de Sud Radio, tout à l'heure, qui m'a dit surtout passez-lui un grand bonjour. Et vous avez le bonjour aussi de Gara Dembélé, qui a les yeux qui pétillent quand il parle de vous. Ouais. Voilà, je laisse la parole, j'espère que ça vous fait plaisir, je laisse la parole à Éric qui voulait vous demander vous poser une question. Bonjour Monsieur Giroud, j'espère que vous allez bien. Dites-moi, j'ai trop souffert d'avoir travaillé contre vous, car j'étais un des adjoints de Luis Fernandez comme préparateur physique au Paris Saint-Germain. Donc je suis très très honoré de vous poser cette question. Dites-moi, est-ce qu'aujourd'hui, le club d'Auxerre, la direction du club, vous demande des conseils de temps à autre? Oh non, pas du tout, non. Ils n'ont pas besoin de mes conseils, ils ont un staff technique de 7 entraîneurs professionnels complémentaires les uns des autres, et donc je m'abstiens même de donner mon avis sur le jeu, sur ce qui se passe. Bon, il voit bien quand on a gagné, il voit bien que je suis heureux, ouais. Et quand on perd, il voit bien que je suis malheureux. C'est ça l'essentiel. Non, je ne pense pas que je pourrais leur donner des conseils. Parfois, alors j'écris, j'ai un billet tous les mardis dans l'Union républicaine au profit de la Ligue contre le cancer. Et là, je donne quelques avis techniques. Des fois, ils peuvent picorer ici ou là une information. Par exemple, qu'il faut travailler beaucoup les corners, parce qu'il y en a beaucoup dans les matchs. Le match que je suis en train de voir, de Brest et Dunkerque, il y a déjà 2 buts sur corner. Voilà, c'est un exemple. Mais ouais. Non, vous m'avez dit... pas besoin de mes conseils, ce sont des gens très compétents. Oui, mais après votre expérience, vous savez, l'expérience, ça ne s'achète pas. Et quand on a Giroud dans son club, de temps en temps, on peut quand même poser des questions. Moi, si je ne me trompe pas, je crois que vous vous occupez des petits, hein, des benjamins, des U10, U11. Vous êtes encore sur les catégories de jeunes, vous filez un coup de main. Oui, je suis vice-président de l'association. Vous savez que tous les clubs professionnels en France ont l'obligation d'avoir une association derrière la société commerciale qui gère les professionnels. Notre société commerciale est à 80% chinoise, avec M. Zhou, qui est un homme extrêmement sympathique. On a eu une chance formidable de tomber sur lui. Et il est là depuis plusieurs années. Il construit sans cesse. Notre stade va bientôt passer à 20 000 places assises, alors qu'on en a pour l'instant moins. Et donc, ça va. Et non, ils n'ont pas besoin de mes conseils, mais je les encourage. Ils savent que je suis de tout corps avec eux. Oui, bah oui. Puis je voulais, avant de donner la parole à Pierre, je voulais aussi rappeler que vous avez pris au CERF. Je dis vous avez pris, vous êtes devenu coach, je sais pas, pile poil votre parcours, mais en DH, au niveau amateur. Oui, en 61. Je vais vous rappeler rapidement la Allez-y. Bah oui, on adore ça. 61 DH, 70 monté en CFA, dans le même groupe que la réserve de l'Olympique de Marseille. C'est la première fois que je suis allé avec mon équipe au stade Vélodrome pour l'équipe B de Marseille. En 74, on est monté en 2e division. En 79, on a joué une finale de Coupe de France qu'on a perdue contre Nantes 4-1. Mais en 1980, on est monté en 1re division. On n'est jamais descendu et j'ai pris ma retraite en 2005. Voilà. Et entre-temps, vous avez bien sûr emmené Auxerre en Coupe d'Europe avec, moi, je me souviens de Dortmund, le retourné de l'Asland. Il y avait but, l'Asland. J'ai eu le bonheur de jouer avec mon équipe 100 matchs de Coupe d'Europe. Le hasard fait qu'on est tombé sur 100. Et je dois dire aussi que si on fait la moyenne des 25 places que j'ai dirigées, c'est 5e sur
5e sur 20, voilà. Ok. Oui, dans le Guy, On est en train de lire un livre, hein. On vous écoute, on lit un livre. Bien sûr, c'est important, ça touche à l'actualité aussi, mais dans votre parcours, on aurait pu ajouter le seul et unique titre de champion de France de la JOCR en 96. Eric fait une grimace en face, il était dans le camp d'en face, dans le camp parisien, qui a lâché dans la dernière ligne droite. Et surtout la Coupe de France, finale de la France 2003. L'avant-dernier jour. L'avant-dernier jour, tout à fait. En 96, donc le seul titre de la JOCR. Quelques mois après, d'ailleurs, à l'Euro 96, Aimé Jacquet appelle 3 joueurs de la JOCR dans les 22. C'est quand même 3 joueurs de OCR dans l'équipe de France. Malheureusement, c'est pas pour tout de suite qu'on reverra ça, mais voilà, vous aviez une main mise sur votre groupe. Moi, ce qui m'intéresse, et la question que j'ai envie de vous poser, c'est comment vous avez réussi à maintenir une bonne relation avec vos joueurs, tout en étant à la fois leur entraîneur et leur mentor. En fait, le style de Giroud, la gestion et l'entraînement, la gestion humaine et la manière d'entraîner de Giroud, c'était quoi exactement? Je sais qu'il y a des plus jeunes aussi qui nous écoutent. Voilà, la vraie recette pour avoir à la fois un groupe concerné, appliqué et qui peut déplacer des montagnes. Auxerre, c'est une petite ville, un petit stade et vous l'avez amené très très loin. J'avais autour de moi des gens de valeur à tous les niveaux. J'avais un second, Dominique Cupetti, qui a d'ailleurs travaillé à l'Olympique de Marseille, qui était excellent. C'était le meilleur second de France, aussi bien avec moi d'ailleurs que quand il était à Marseille ou à Lyon. Il a fait une très belle carrière. Et j'avais Daniel Roland, qui était le meilleur formateur de France pendant des années, qui a formé tous les jeunes dont vous avez parlé, puisqu'ils ont été en équipe de France, les uns après les autres. Voilà, c'est ça le secret, avec un très bon président, M. Hamel, qui a accepté 2 fois que je sois mal classé sur 25 sans me vider, parce qu'il avait l'occasion. Et un vice-président, Gérard Bourgoin, un industriel également très, très humain, très sympa, voilà. Ouais. Dans un club qui n'a jamais fait de déficit, jamais un franc de déficit. Moi, je me souviens, avant de donner la parole à Eric, je me souviens qu'un jour, vous avez été récupéré un ballon en tribune. Ah bah, il n'y a pas de... Ouais. Vous vous souvenez ? Quand vous aviez été récupéré un ballon qui était égaré dans la tribune et vous avez été le récupérer. Oui, c'était les Allemands de Dortmund, alors je voulais pas qu'ils nous volent un ballon. Vous avez bien fait. Non, mais Monsieur Giroud, je pense que vous aviez une méthode où vous les aimiez et vous leur mettiez des coups de pied au cul en même temps. C'est un exercice oui, j'avais surtout un calendrier spécial. C'était un calendrier qui comportait 7 jours par semaine, 14 heures par jour et 52 semaines dans l'année. Avec ça, on fait du chemin. Oui, c'est vrai. Voilà. Et j'ai une question à vous poser. Est-ce que c'est une légende ou est-ce que c'est vrai l'histoire des péages ? Ah oui, c'est tout à fait vrai. Bon, ma devise, je vais la donner. Peut-être que les gens de Marseille vont l'écouter, mais je pense que les professionnels de Marseille ou de Martigues sont très... vos auditeurs préférés sont des joueurs très sérieux. Ma devise était entraînement plus repos égale forme égale victoire. Alors. Et pour être sûr qu'il se reposait bien, j'exerçais une observation très diverse. Et dans cette observation, comme notre autoroute mène à Paris et que c'était bien, les dames qui tenaient les péages des autoroutes avaient le numéro des voitures. Et le matin, ils me téléphonaient à 8h30 s'ils en avaient vu passer. Voilà, c'est ça la vérité. Oui, non, mais c'est Et comme ça, je faisais mon équipe en pas de gars qui avaient été à Paris la veille au soir. Ouais, mais vous savez, c'est impressionnant parce que vous racontez ça déjà, c'est super impressionnant. Et bon, tout le monde est un peu au courant, mais je suis content que vous nous le remémoriez. Mais vous avez eu des joueurs comme Eric Cantona, vous avez eu Gara Dembélé avec son histoire de moto que vous avez fait ramener, que vous avez ramené la moto parce que c'était dangereux. Vous avez des joueurs de caractère. Parce que si on a des agneaux, si on a des bébés, des joueurs faciles à manager, tout ça n'a pas une grande valeur, mais vous avez eu des vrais bonhommes, des vrais caractères, et vous avez su manier, comme on dit, la chèvre et le chou et arriver à vos fins. Oui, mais enfin des vrais caractères, mais des formes de générosité. Vous parliez d'Eric Cantona qui a joué également à Marseille et qui est un méridional, un homme de la Côte d'Azur. Eric Cantona était difficile, il avait un caractère très fort, mais il était loyal, juste et généreux. Si vous aviez besoin de quelqu'un pour vous aider,
d'une difficulté humaine, il était là et je crois qu'il y est toujours. Eh ben, moi, je vous remercie je vous remercie vraiment, Monsieur Giroud, de remettre l'église au centre du village, comme je dis souvent, parce que, voilà, quand on a, à une époque, maintenant ça s'est calmé, sa carrière est finie, mais il a entamé il est sur d'autres projets, mais il a été très décrié. Moi, c'est une de mes idoles, et vous en parlez très, très bien, et vous êtes très juste à son égard. Moi, je peux vous dire, je vous le redis avant que Pierre vous pose une question, les gens quand ils parlent de vous, ils ont les yeux qui brillent. C'est un respect total. Vous êtes une légende du football français et on est super content de vous avoir. Voilà, je me répète, mais Pierre, voilà, tu voulais demander. C'est important de remercier les gens et de dire qu'on les aime. Ça fait partie du patrimoine du championnat de France, de la D1 et puis maintenant la Ligue 1, bien sûr. J'avais une autre question, alors qui est peut-être plus, on va dire, moderne, parce que maintenant, on a parlé de l'évolution de la JOCR, qui est un club stable, vous l'avez très bien dit, pas de déficit, etc. Aujourd'hui, le football, il est souvent critiqué quand même pour son aspect financier, où il y a un peu de tout, ça part un peu dans tous les sens, les transferts se font plus vraiment comme avant. Qu'est-ce que vous pensez de l'impact de l'argent sur le football maintenant? Est-ce que vous déplorez ça? C'est vrai que ça paraît pas si lointain quand vous avez quitté la JOCR en 2005, et pourtant ça paraît loin et proche à la fois. Ça fait déjà 20 ans. Aujourd'hui, quel regard vous portez sur le foot mondial et l'argent que ça brasse? Alors, je vais peut-être vous répondre. On n'a pas la même monnaie. On n'a pas la même monnaie du tout qu'en 1930, lorsqu'il y a eu le premier championnat de France. Pourtant, en 1930, le championnat de France qui est devenu professionnel à la demande du gouvernement pour qu'il puisse prendre des impôts sur les salaires, les clubs étaient les clubs qui avaient les grands joueurs, c'était les clubs qui avaient une industrie comme Peugeot à Sochaux, ou bien des gens riches, comme par exemple à Sète, où il y avait une grande équipe avec des internationaux, parce qu'il y avait sûrement quelqu'un qui donnait de l'argent. L'argent a toujours été l'accompagnement des efforts sportifs. Je peux aussi vous dire que dans les Jeux olympiques des Grecs, les champions olympiques des villes n'étaient pas amateurs, ils étaient professionnels, ils étaient payés par les villes au résultat. Donc là, on n'a rien de nouveau, si ce n'est que ces modernités, c'est maintenant payé dans une monnaie moderne ou bien en dollars. Et puis il y en a beaucoup, il y en a beaucoup chez certains, beaucoup moins chez d'autres. Mais bon, c'est comme ça. Mais enfin, Auxerre a un budget, pas le dernier, mais dans les 5 derniers, en nombre, mais pas en équilibre. Nous sommes en équilibre grâce à notre président, M. Zou, et à sa société Org. Ok, c'était important. Merci pour toutes ces infos. Non, mais très bien. Alors je continue parce qu'on avait noté, en préparant l'émission, on avait noté plusieurs questions et toujours ça rejoint un peu l'aspect moderne. Maintenant, il y a des nouvelles vagues d'entraîneurs qui arrivent. Alors Christophe Pélissier a déjà roulé un petit peu sa bosse, il n'est pas tout jeune. Mais au vu de votre expérience, Giroud, quel conseil vous donneriez à un jeune entraîneur qui démarre aujourd'hui pour pas se faire manger par le système, pas se faire manger par les joueurs? Notamment, aujourd'hui, dans beaucoup de clubs, il y a une sorte de dictature du vestiaire. Quel conseil, tout simplement, vous donneriez à un jeune entraîneur? Conseil au pluriel, si vous en avez plusieurs. Je pense que la situation est exactement la même que quand j'étais joueur stagiaire à Limoges avec Pierre Chouamion. Les joueurs ne manquent pas de respect, ils n'y manquaient pas à ce moment-là. Et je vois les professionnels d'Auxerre depuis 8 ans défiler. Alors, on vient de faire un musée, je pense que c'est 150 depuis 2000, en 20 ans, là, ou 200. C'est les mêmes. Ils ont leur caractère, ils veulent gagner le plus d'argent possible, c'est normal, c'est leur métier. Et c'est un métier qui se termine tôt, qui se termine à la trentaine ou un petit peu après pour les meilleurs. Donc, s'ils peuvent faire des économies, ils font. Moi, je les aidais, j'avais marqué au tableau livret de caisse d'épargne, livret A, livret B, etc., pour qu'ils mettent leurs économies là-dessus. Voilà. Et ceux d'aujourd'hui, ceux à qui on donne des millions ou des centaines de millions
peuvent être des braves gens. Vous savez qu'Mbappé est un joueur très, très généreux, qui prend pas ses primes de l'équipe de France, qui les donne à des organisations caritatives. Pourtant, bon, d'accord, il en gagne autant à l'extérieur, mais et les professionnels modernes, français ou étrangers, pour moi, sont des jeunes qu'il faut bien sûr diriger. Mais les bons entraîneurs n'ont aucun problème de discipline. Je vois que Christophe, chez nous, Christophe Pellissier n'a aucun problème, ou il a quelques problèmes avec ses joueurs qu'il résout dans son bureau en tête-à-tête. Et ils font tous ça. Alors il y a des modes dans une ville comme Marseille, qui est évidemment, qui se compte en millions d'habitants de tout pays. C'est un port. C'est historiquement une ville internationale. Bon, c'est normal qu'il y ait des joueurs de tous les pays. Nous-mêmes, on a des étrangers et ça marche très bien. Voilà, c'est gentil cette petite préciser. C'est très important ce que vous avez rappelé. On a une dernière question pour c'était vous. Plus une anecdote. C'était plus une anecdote pour rejoindre. L'anecdote du péage, moi, il y en avait une qui m'est revenue, en fait, que j'avais adoré. C'était Stéphane Grichting, défenseur suisse que vous avez vu, qui avait raconté qu'il était au restaurant avec sa compagne. Il avait l'habitude de prendre entrecôte frites et entrecôte de riz. Sa compagne lui dit, t'as pas match ce week-end, prends des frites. Et le lendemain, à l'entraînement, il fait un centre à 15 000 mètres derrière au 3e poteau. Et Giroud lui dit, c'est ça quand on prend des frites au restaurant. Je pense que Stéphane Grichting ne savait pas qu'il était observé. Et ça fait partie du personnage Giroud. Ce qui a donné après, encore une fois, les résultats qu'on connaît. Voilà. Donc c'est une anecdote. On finit sur une belle anecdote. Monsieur Giroud, on va vous remercier vraiment du fond du cœur. On est très très contents. Attendez un instant. Je voudrais avoir un petit mot pour Monsieur Longoria. Allez-y. Il est aujourd'hui en très grande difficulté humaine parce qu'il y a eu ces incidents de dimanche. Il faut qu'il se reprenne. S'il peut prendre 3-4 jours avec sa famille et s'isoler, il y a des coins de la Côte d'Azur ou bien des montagnes au-dessus qui lui permettraient de changer d'air. Il reviendra ensuite tout neuf. Tout le monde oubliera cet épisode déplorable. Voilà. C'était de 10 minutes malheureuses. Et voilà. Alors donc je lui souhaite d'avoir le courage et qu'il n'a pas perdu en tout cas mon estime. Voilà, et c'est super gentil. On vous remercie, toute l'équipe vous remercie. Merci beaucoup. Guiraud, merci d'avoir été avec nous. On vous envoie plein de bonnes ondes. Vous avez profité de la vie, venez nous voir quand vous voulez. Je sais que vous m'avez dit, oh mais c'est loin, non, vous n'allez pas faire 4 heures de voiture. Voilà, on vous souhaite une longue vie. On espère vous revoir un jour, soit en ligne ou sur notre plateau. Et voilà, on vous embrasse très fort. Merci monsieur Guiraud d'avoir été avec nous. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Je voulais terminer cette émission. Il nous reste 2 minutes 45 avec Eric. C'est très important. Eric m'a demandé parce que c'est un homme de cœur. Je vous le dis, je suis une tombe, je répète rien. C'est vrai. C'est juste que voilà, on est des gens de cœur à Sud Radio et Eric, c'est pour ça que je suis très très ému. Merci de me redonner la parole parce que Bernard Brochand nous a quittés hier. C'était un dirigeant historique du Paris Saint-Germain que j'ai bien connu, étant donné que j'ai travaillé là-bas pendant plusieurs années, que j'ai retrouvé à l'AS Cannes en 2006 quand je suis parti là-bas comme préparateur physique, car il était maire de Cannes. C'était un passionné de football, un passionné du Paris Saint-Germain, un passionné des gens. Et quand j'ai appris son décès hier, j'ai eu beaucoup de peine. Et tu voulais à tout prix lui rendre hommage et tu lui rends un bel hommage. Oui, parce que M. Brochand était quelqu'un de très très bien. Ouais, et c'est important de rappeler, voilà, on dit, je disais tout à l'heure, les gens de leur vivant, on leur dit pas qu'on les aime, on le dit malheureusement trop tard. Je pense que lui, il a su que tu l'aimais, il a su que beaucoup de gens l'aimaient. Et il aurait sans doute apprécié la belle victoire de Cannes hier qui s'est qualifié en demi-finale de Coupe de France en plus. Merci Pierre. Face à Guingamp, qu'on fait un match vraiment héroïque. Le clin d'œil, il s'avère que c'était le jour du décès. Effectivement, Eric l'a rappelé, c'est en grande partie grâce à lui que Canal+ est venu au Paris Saint-Germain. Il faisait partie de l'équipe avec Daniel Echter dans les années 70. Voilà, c'est un grand monsieur. Et il y a eu Charles Tallard aussi, tout ça. Il y a eu tous ces gens-là qu'on comptait avec Jean-Paul Belmondo pour faire ce qu'est le Paris Saint-Germain.
est devenu aujourd'hui. Ouais, et il y a un moment, voilà, c'est important de rendre hommage. Oui. Voilà, on te remercie, Eric, je suis très content. Merci beaucoup. Tu nous as émus. On va se quitter bientôt. Il me Oui, reste juste te dire qu'on parlait de Coupe de France et on a le score de Dunkerque-Brest qui s'est terminé sur un 3-2 pour Dunkerque qui passe en demi-finale de Coupe de Voilà, France. mais il n'y avait pas Voilà. un 0, 2-0. il y a vraiment une belle Il y avait équipe. 1-0 à la mi-temps. Belle équipe à Dunkerque qui est donc en Coupe de donc, France et ouais. qui est toujours en tête de Ligue 2, si je me trompe pas. Non, Ou ils non, sont non, deuxième. ils sont troisième. Troisième, mais il n'y a pas beaucoup de Ouais, loin pour la ouais, montée. S'il te plaît, lutte, quand tu parles de classement, s'il te plaît. C'est vrai que vous me demandez Ils de vont la régler police. ça. N'oubliez pas samedi 18h Naples-Inter. Ouais, une grosse Voilà. match. Samedi 18h, je peux pas, il y a Bordeaux contre. Alors ça dit quoi Bordeaux En double écran. À Bordeaux, ça a enchaîné deux défaites consécutives à l'extérieur. Il vient plus Oliver Kahn après ça Alors justement, on n'a pas trop le temps d'en parler, mais il y a des choses à dire là-dessus. Des communiqués de Gérard Lopez qui sont pas très appréciables, enfin ce genre de choses. quoi. On espère quand même, franchement, on espère revoir Bordeaux. Bordeaux, Gérard ça fait Lopez, partie ouais, quand même qui- du... qui Oui, veut en pas- plus, un stade pareil. En plus, Ouais, qui veut pas vendre et qui en plus fait des communiqués un peu fallacieux en disant que de certains repreneurs n'auraient pas certains fonds financiers pour poursuivre la suite du club. Venant de Gérard Lopez, ça me fait doucement rire. Encore des histoires de pognon. Voilà. De Alors, l'ambiance. on va se quitter bientôt. Merci Pierre, merci Eric de m'avoir Merci, les amis. accompagné dans cette nouvelle et dernière édition. Merci à Farid Bouadla, c'est grâce à lui qu'on a eu Giroud. Merci. Voilà, Farid n'est pas là aujourd'hui, je ne sais pas si on se reverra sûrement, mais voilà, je voulais à tout prix le mentionner, c'est grâce à Farid qu'on a eu Giroud au téléphone. Merci Maxime. Vous Avec retrouvez les vraies voix du foot mardi avec l'équipe de Philippe David. Mercredi, nous, 20h, 21h, on a l'habitude. On est bientôt 1 million d'abonnés sur YouTube. Sud Radio est en train, on est vraiment à 3-4 000 là, je crois. Hein. Là, on est à 996 000 abonnés, plus que 4 000 abonnés. C'est bon, Voilà. tu les Qui as. va On les être a, c'est bon, on les a. Le million. Qui va être le On va passer million. quelques coups de fil. On se retrouve mercredi prochain. Demain, vous avez rendez-vous avec Lionel Rousseau, Karim Zerebi, enfin l'équipe de But Football Club.fr, notre partenaire, et l'émission 20h, 21h. Allez, nous, on se dit mercredi prochain. Merci à tous les auditeurs. Merci du fond du cœur. C'est grâce à vous qu'on est là. Et quand on va fêter le million, je vous l'annonce, on va fêter le million. Salut. Allez, à très bientôt. Bonne Merci soirée. à tout le monde.